Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour Nina, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Eh ben de rien, merci pour l'invitation, Wave Avocat. Aujourd'hui, on accueille sur ce podcast Nina Potier, qui est une consoeur qui exerce au barreau de Lille et qui a quelques particularités avec sa clientèle, notamment du fait de son domaine d'exercice. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter et puis nous dire dans quel domaine tu évolues ? Oui, bien sûr. Alors, je suis donc effectivement Nina Potier. J'ai prêté serment en novembre 2020, donc j'ai un tout petit peu plus d'un an de barre à mon actif. J'ai eu la particularité, ce qui peut être intéressant du coup sur le sujet, d'avoir intégré un tout petit barreau de 33 avocats pour ma première année d'exercice et d'avoir été transférée de barreau. Donc, je suis passée du barreau de Laon au barreau de Lille. Donc, j'ai été transférée dans un barreau de 1333 avocats, soit 1300 avocats de plus. La particularité aussi, du coup, c'est que j'ai fait beaucoup de judiciaire sur ma première année parce que j'ai intégré un cabinet. Alors moi, du coup, je suis publiciste de formation. Vraiment, depuis la licence 2, je n'ai pris quasiment que du droit public en termes de matière universitaire. J'ai fait un master 1 de droit public et un master 2 droit de l'urbanisme environnement. Et j'ai intégré un cabinet donc judiciaire qui était intéressé par le développement d'un pôle droit public. Mais dans les faits, j'ai fait pas mal de judiciaire cette année-là, compte tenu aussi des contingences du barreau de Laon qui imposaient des permanences, notamment des permanences pénales, des permanences garde à vue, etc. Et là, du coup, dans mon nouvel exercice, j'ai intégré un cabinet qui ne fait que du droit public, mais vraiment exclusivement du droit public, à l'exception de quelques requêtes, quelques conclusions résiduelles devant le tribunal judiciaire en immobilier, etc. En expropriation aussi, par exemple. Donc, ce qui fait que j'ai une approche totalement différente cette année de la clientèle et une approche totalement différente de mon activité. Tu passes d'un tout petit barreau, les chiffres interpellent, vraiment un barreau, une trentaine d'avocats, vous connaissez absolument tous, c'est un peu, je vois pas comment il en serait autrement, à un barreau de plus de 1300 avocats en plus. Donc, est-ce que par rapport à ça te change quand même grandement ou... Alors oui, tout à fait. Déjà, ne serait-ce que pour un détail qui m'a fait quand même rire, c'est que quand je suis arrivée au barreau de Lille, je me suis dit va falloir que je me coltine, avec plaisir les visites protocolaires. Et donc j'ai contacté l'ordre en disant je sais très bien que je vais pas me présenter à tous les avocats du barreau, mais quelles sont les formalités de présentation par rapport aux membres du conseil de l'ordre, à Madame le bâtonnier, etc. Et ils m'ont un peu rionné. Enfin, ils m'ont répondu je ne comprends pas trop ce que vous entendez par visite protocolaire. Alors que à Laon, j'avais dû contacter tous les avocats du barreau, donc les 33 avocats du barreau, par téléphone et même proposer une visite présentielle. Et c'était vraiment l'usage du barreau. Donc comme quoi, rien que d'un barreau à l'autre, les usages diffèrent en matière de déontologie. Et puis au-delà de ça, c'est un barreau où on est beaucoup plus anonyme. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai une audience à la cour administrative d'appel de Douai. Pareil, je dis à Maître Delgorgue qui a fondé le cabinet, est-ce que je dois me présenter au président de la cour? Est-ce que je dois me présenter aux confrères? Elle a rigolé, elle a dit non, tu ne vas pas forcément avoir un bon accueil si tu le fais. Tu te présentes à l'avocat adverse et c'est tout. C'est vrai que les usages sont différents et on comprend. 33 avocats, c'est assez facile. En un mois, tu as fait le tour. 1300, c'est un peu plus compliqué. Voilà, tout à fait. Ok. Et tu disais que par rapport à la clientèle, ton exercice d'avant, tu parles vraiment de deux exercices différents. Donc ça interpelle parce qu'en aussi peu de temps, de considérer que tu as eu deux exercices différents, c'est qu'il doit y avoir des différences fondamentales dans ton approche. Donc, qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le passage du barreau de Laon au barreau de Lille? En premier lieu, le rythme, et justement, c'est lié à la clientèle. C'est que donc chez MMD Avocats, un cabinet qui était généraliste, parce que
voilà, forcément, dans un petit barreau, on a plus matière à exercer dans plusieurs domaines du droit. Donc, je m'occupais des dossiers de droit public au sein de ce cabinet, mais également, j'avais des dossiers en droit de la famille, en droit pénal, très peu en droit des affaires, mais voilà, je faisais à côté du droit pénal et du droit de la famille principalement, puis du droit civil aussi. Et du coup, là, je n'en viens à faire que du droit public. La différence, c'est que là, ici, au sein du barreau de Lille et au sein de mon cabinet, je travaille avec des administrations. Donc, le droit public, c'est tout ce qui concerne les litiges entre une personne privée et une administration. Nous défendons principalement des administrations, donc nous travaillons assez peu avec des particuliers. Après, moi, en tant qu'avocate, à titre personnel, je fais plus de droit des étrangers, donc j'ai plus de particuliers, mais là, vraiment, au sein du cabinet, nous défendons donc des administrations, ce qui fait qu'on est calqué sur le rythme des administrations. Une administration, ça ouvre de 9h à 18h, ça ne travaille pas le week-end, ça n'appelle pas le soir. Voilà, c'est complètement différent et ce sont des litiges, même s'il peut avoir de l'affect, qui sont quand même, moins lourds en termes d'histoire personnelle. Je m'explique, c'est que dans ma première année d'exercice, déjà, je travaillais avec des particuliers, vu que principalement, j'exerçais en pénal, en famille, en civil. Donc, les clients, j'avais plutôt tendance à les avoir après le travail, par exemple, ou le midi, ou sur mes temps de week-end également. Donc ça, c'était propre au cabinet, mais voilà. Là où, ici, ce sont vraiment des horaires de bureau et on a la clientèle au sein de ces horaires de bureau. Donc ça, c'est complètement différent. Et ce qui diffère aussi, donc c'est l'affect. C'est le fait que, voilà, en pénal, en famille, les clients ont besoin de parler, ils ont besoin de nous avoir. Il y a une espèce de proximité qui fait que j'avais aussi parfois des rendez-vous d'1 heure, 2 heures avec des clients, je passais du temps. Là où avec les administrations, c'est beaucoup plus... Alors, c'est pas expéditif, mais il n'y a pas forcément besoin de rendez-vous au cabinet. On reçoit très peu de clients au cabinet. On se déplace dans les mairies, les collectivités. Ce qui est déjà foncièrement différent de l'exercice judiciaire que j'effectuais avant. Mmh. Et est-ce que dans la conciliation, justement, ça me fait penser à la conciliation vie privée et vie professionnelle, le fait d'être aux côtés, de travailler avec des administrations, c'est a priori nécessairement moins lourd que de travailler avec des particuliers, qui plus est en droit pénal et en droit de la famille, qui vont peut-être être plus chronophages ou avoir des questions qu'ils considèrent très urgentes à des moments où tu considères que tu ne travailles pas parce que c'est tard le soir ou le week-end. Clairement, ça n'a rien à voir parce que déjà, on est confronté à des professionnels, des élus, des fonctionnaires. Donc, de toute façon, ce n'est pas leur litige, ce n'est pas leur vie qui est en jeu, c'est l'administration pour laquelle ils travaillent. Donc, c'est complètement différent. Et effectivement, en termes de vie privée, c'est le jour et la nuit. Là, je fais principalement 9h, 18h30, on va dire. Ensuite, pour mes dossiers personnels, je pousse forcément en dehors de ces horaires-là. Mais pour ce qui est vraiment de la clientèle, on les a au téléphone, voilà, entre 9h et 18h, et ça dépasse pas. Donc ça, c'est complètement différent. Et effectivement, c'est beaucoup moins fatigant, beaucoup moins chronophage. Et je vous dirais même en termes de sensibilité, parce que si voilà, on est un peu sensible, qu'on est un peu une éponge émotionnelle, c'est beaucoup moins fatigant, ça n'a rien à voir. Pour toi, c'est absolument tout bénef que de travailler du côté du droit public avec des clients qui ne sont pas des personnes physiques, concernées, directement impliquées dans leur dossier. Après, ce n'est pas tout bénef dans le sens où j'apprécie beaucoup aussi justement les contentieux, on va dire entre guillemets, plus humains, parce que en droit de la fonction publique, c'est des contentieux très humains aussi, avec de l'affect, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est certain, même en droit de l'environnement, en droit de l'urbanisme, bon voilà, quand on a un immeuble qui se construit ou une antenne relais qui se construit au bout du jardin, il y a de l'affect quand même, bien sûr. Il y a des questions de santé publique, etc. Mais non, c'est sûr que je continuerai quand même à pratiquer à titre résiduel du droit pénal, que je continuerai le droit des étrangers, pas le droit de la famille parce que voilà, j'estime que j'ai pas d'appétence particulière pour ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même dans son exercice quand on est intéressé par les questions vraiment purement humaines, par les problématiques relationnelles, par les problématiques
personnel, j'ai envie de dire, et j'apprécie voilà, j'ai été commise d'office à Laon, donc je suis une petite dame en droit de la famille. J'apprécie de faire 1 ou 2 heures de rendez-vous téléphonique avec elle, parce que c'est aussi pour ça que je suis avocate, et je ne dis pas que tout le monde est avocat pour ça, mais moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Donc, c'est bien d'avoir un peu des deux. Mais c'est vrai qu'à Laon, avec le rythme des permanences qui était extrêmement soutenu, parce que finalement, on va dire que sur un mois, il y avait peut-être une semaine où j'étais pas de permanence. C'était vraiment difficile de suivre parce que les permanences, c'est pareil, c'est du flux tendu, c'est extrêmement fatigant, c'est des horaires beaucoup plus larges. Et après, faut rentrer, faut traiter les dossiers, faut rappeler des clients alors qu'on vient de faire 1, 2, 3 gardes à vue, qu'on vient de faire des comparutions immédiates, etc. Et moi, c'était pas le rythme auquel j'aspirais. Je sais qu'il y en a qui sont faits pour ça, mais moi, c'était pas mon souhait en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers le droit public. D'accord. Alors ça m'interpelle parce que nous, à Lyon, on approche les 4000 avocats. Donc tout ce qui est permanence, alors les permanences, ça va être quand on est désigné pour assurer des consultations gratuites au palais de justice, en maison de justice, quand on est désigné pour aller assister les personnes en garde à vue ou pour prendre un dossier quand on est commis d'office parce que la personne ne connaît pas d'avocat et qu'elle s'adresse alors des avocats pour qu'un avocat soit désigné. Donc nous à Lyon, on est tellement nombreux qu'on a assez peu de permanence. À aucun moment on ne pourra être de permanence 3 semaines par mois. Ça me surprend un petit peu parce que si tu es de permanence 3 semaines par mois, donc on va considérer que pendant 3 semaines par mois, tu es en garde à vue, tu es en hospitalisation d'office, donc tu es sur des audiences, tu es sur des obligations qui te sont imposées, donc il te reste 1 semaine pour traiter tes dossiers et les dossiers du cabinet. Alors quand je dis 3 semaines par mois, c'est-à-dire que c'était 1 ou 2 journées ou le week-end parmi ces semaines-là. C'était pas 3 semaines. D'accord, c'est pas 3 semaines complètes parce que je me disais comment tu fais pour arriver à traiter tes dossiers et à aller aux audiences de ton cabinet à tes audiences perso si t'es mobilisé 3 semaines, et je l'envisageais parfaitement parce que 33 avocats dans un barreau, je pouvais parfaitement envisager que tout le monde puisse être commis ou de permanence aussi longtemps. Donc effectivement, c'est quelques jours sur 3 semaines. En fait, la problématique qu'il y avait, c'était que c'était un barreau sans porter préjudice à mes confrères, mais c'était quand même un barreau assez vieillissant dans le sens où il y avait peu de jeunes confrères. Donc c'était des avocats qui avaient leur cabinet et qui ne souhaitaient plus faire ces permanences, qui étaient épuisés de faire ces permanences-là. Donc en fait, c'était les nouveaux arrivants qui apparemment, au bout d'1 an, j'ai compris que c'était apparemment volontaire, c'est-à-dire qu'on pouvait postuler à ces permanences, mais moi j'ai été obligée de les faire. Personne m'a dit que c'était possible de refuser parce qu'en fait il y a très peu de confrères qui exerçaient les permanences, donc ça veut dire que sur 33 avocats on était déjà très très peu à les faire, donc fallait toutes les prendre. Et ensuite aussi on était suppléants, et même quand on n'était pas suppléant, parfois il y a un confrère qui nous appelait en disant là j'ai une audience, je peux vraiment pas la prendre, est-ce que tu peux me la prendre? Donc finalement quand même c'était très très récurrent. Et même si c'était pas 3 semaines en continu, effectivement, ça impliquait que je travaille quasiment 7 jours sur 7 pendant 1 an. Hein. Donc ça m'a pas plu. D'accord. Et donc, est-ce que c'est vraiment uniquement le passage d'un très petit barreau à un plus gros barreau? Est-ce que c'est davantage le changement de ton domaine d'activité? Ou est-ce que c'est un peu le cumul des deux qui fait que là, tu te sens mieux dans ton exercice? Oui, c'est le cumul des deux, je pense, parce que je suis aussi beaucoup plus anonyme et ça me va. C'est-à-dire que là-bas, il y a un lien très de proximité avec tant les juges, donc ça c'est bien, mais avec les confrères également. Là, ici, on est beaucoup plus noyé dans la masse, effectivement, pour les permanences aussi. J'ai pas encore postulé parce que ici à Lille, il faut passer dans des commissions. Enfin, il faut passer des commissions pour pouvoir accéder aux permanences. Ce qui est pas du tout le cas à Laon. On n'a aucune formation à Laon quand on est jeté dans la gueule des permanences pénales, alors que j'avais jamais fait de pénal de ma vie. Donc c'était très compliqué. Donc non, oui, c'est un mélange des deux. C'est vraiment dans le fait que j'ai rejoint un très gros barreau où pour l'instant je n'ai pas accès aux permanences et de toute façon je ne postulerai que sur soins psychiatriques, droit des étrangers et puis les consultations aussi dans les points d'accès au droit. Ça, je pense que je le ferai dans quelques mois quand je me serai bien installée. Mais voilà, c'est ça. Et puis vraiment l'exercice publiciste qui n'a rien à voir
J'entendais aussi le président du tribunal judiciaire de Lyon, justement, qui évoquait des audiences jusque 5 heures du matin. Nous, faut savoir qu'au tribunal administratif, les audiences, c'est uniquement le matin et au plus tard, on rate la pause déjeuner entre 12h30 et 13h30, quoi. Mais voilà. Ouais. Alors, les audiences tardives à Lyon, c'est surtout en matière pénale. Moi, au conseil de prud'homme, ça m'arrive très rarement de sortir tard. Et puis, alors Anaïs, effectivement, auprès du juge aux affaires familiales, des fois, ça déborde sur la pause déjeuner, mais on n'a pas d'audience aussi tard que ça dans nos matières. Okay. Mais effectivement, oui, on a des soucis d'engorgement très très important de nos juridictions à Lyon, avec des délais d'audiencement de près de 3 ans sur du pôle social. Donc, ouais, c'est quoi, vous avez 2023-2024 en vue? Oui, là, j'ai plein de dates d'audience à la cour d'appel en 2024, donc bon, je vais devoir... Je pense que les premières dates 2025 vont pas tarder. Bon, c'est satisfaisant pour personne, mais il y a des grèves de temps en temps. Mais pas plus de moyens accordés à la justice pour renforcer les rangs des juges et des huissiers et des greffiers, pardon. Eh bien non. Donc nous, on temporise en essayant d'expliquer à nos clients qu'on ne peut rien faire parce que s'il appartenait rien qu'à nous de faire audiencer, de plaider les dossiers plus tôt, on serait ravis. Ça me permet de leur dire. Justement, c'est la pédagogie aux clients d'expliquer ça, c'est aussi une part de notre métier et c'est compliqué de leur faire comprendre que c'est indépendant de notre volonté. Tout à fait. C'est pas parce qu'on fait rien que le dossier n'avance pas, c'est seulement que tout est fait dans le dossier qu'il faut seulement attendre d'aller plaider. Et ça peut prendre beaucoup trop de temps. Mais bon, espérons que ces volets-là s'améliorent au fur et à mesure du temps, ce qui n'est pas dit. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais. Tu parlais de ta clientèle personnelle que tu développes à côté de la clientèle que tu traites pour ton cabinet. Donc ça, on l'a déjà expliqué dans le podcast. Tu es libéral, donc tu travailles pour un cabinet. Et à côté, tu as le droit et même la préoccupation de développer ta clientèle personnelle. Tu le faisais sur le week-end, tu disais. Là, est-ce que c'est un peu plus simple? Et surtout, comment tu développes, comment tu te fais connaître dans un barreau dans lequel tu es un peu plus noyé entre ces 1300 confrères? Alors ça aussi, c'est intéressant parce que d'une part, j'ai changé ma philosophie là-dessus et d'autre part, c'est complètement différent du privé par rapport au public. Alors sur ma philosophie, moi, quand j'ai prêté serment, je suis partie bille en tête. Il faut que je développe, il faut que je développe. Voilà, c'était vraiment... je sortais de l'école des avocats et je me disais, bon voilà, j'ai envie d'être formée dans un cabinet, mais j'ai aussi envie de rapidement être ma propre patronne. C'est quand même le propre du libéral. C'est pour ça que j'ai fait avocat libéral. Et du coup, voilà, il faut que je me donne à fond. Donc l'année dernière, j'ai développé vraiment le droit des étrangers principalement en me rapprochant de la Ligue des droits de l'homme de l'Aisne, en me rapprochant des associations aidantes, et ça a plutôt bien marché. Le problème, c'est que je me suis retrouvée quand même avec pas mal d'appels et une difficulté en tant que très jeune avocate pour apprécier le temps qu'il me faut et le nombre de dossiers que je peux accepter par rapport aussi à mon activité pour le cabinet, plus mon activité de commis d'office dans les permanences et dans les dossiers où on me commettait d'office. Donc ça a été une première difficulté et voilà. En plus, après, j'avais mon activité sur les réseaux que je souhaitais développer, donc ça faisait beaucoup à gérer. Et ce qui m'a amené là à me calmer un petit peu. J'ai aussi des confrères un peu plus chevronnés qui m'ont dit t'inquiète pas, tu as le temps de développer, tu as le temps de poser tes valises aussi, et puis voilà, tu peux prendre le temps de développer, hein, comme je viens de le dire. Et c'est pour ça que là je suis entrée au barreau Lille en me disant voilà, je vais y aller plus doucement, je vais déjà me former, améliorer mes compétences, devenir une avocate un peu plus pointue dans mon domaine, et puis ensuite je redévelopperai à fond. Ce qui m'amène là à refuser en ce moment certains dossiers, voilà, pour prendre le temps de faire ce que j'ai envie de faire, et parce que là, mine de rien, j'ai d'autres projets, il y a d'autres choses qui me font envie, autres que faire des dossiers personnels. Je pense à l'écriture, je pense à d'autres choses. Donc, même si je sais que ça va jouer sur ma rémunération, voilà, je me calme. L'autre point que j'évoquais, c'est que en droit public, je dois absorber une clientèle qui est institutionnelle. Ce
qui est complètement différent que d'attirer une clientèle de particuliers, notamment en pénal et en droit de la famille. Là où à Laon, j'avais donc il y avait pas de droit de suite, c'est-à-dire que j'étais pas obligée suite à une permanence pénale de prendre le client ensuite ou suite à une garde à vue de prendre le client ensuite pour ses aventures, pour ses aventures judiciaires. Mais je le faisais quand même parce que pareil, j'étais dans cette optique de développement à fond. Donc dès que j'avais une garde à vue, dès que j'avais une CRPC, une permanence pénale, je donnais ma carte, même si c'était pour une révocation de contrôle judiciaire, pour le procès qui suivait, etc. Je donnais ma carte et j'ai eu comme ça quelques dossiers en pénal, très peu en famille parce qu'en famille, encore une fois, j'étais beaucoup moins à l'aise. Mais voilà. Et donc c'est différent de cette année où absorber des administrations, attirer, souvent ça se fait en marché public, déjà c'est complètement différent, c'est-à-dire que par exemple, pour un exemple très concret, le conseil départemental, ils ont un service juridique, mais ils font aussi appel à des avocats, et pour faire appel à ces avocats-là, ils passent un marché public de services. Donc nous, on postule, on doit faire des offres, on a une notation, et suivant la notation des cabinets, c'est l'un ou l'autre des cabinets qui est retenu pour défendre le conseil départemental sur plusieurs années. Donc c'est complètement différent d'une clientèle pénale ou d'un bouche à oreille qui pourrait venir de ta grande tante qui divorce et qui t'amène un dossier, etc. Ok. Et est-ce que toi, tu as déjà concouru à des marchés publics en tant qu'avocate ? Alors non, pas du tout, pas encore, parce que déjà l'année dernière, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à tout ça et d'y penser. Là, je veux vraiment apprendre de Maître Delgor, qui est extrêmement expérimenté et qui répond à des marchés publics, et déjà me familiariser avec la procédure, comment on fait. Et puis même, il y a des critères de prix, il y a des critères de compétences, donc tout ça, il va falloir que je me familiarise avec ça. Par contre, je pense aussi à développer une activité politique, parce que mine de rien, ou en tout cas à développer ma vie publique. Et pas uniquement parce que je veux des clients, mais aussi parce que ça m'intéresse. J'ai pas fait du droit public pour rien. Forcément, la vie publique m'intéresse, l'action publique m'intéresse. Et en tant qu'avocat publiciste, il faut quand même penser aussi à avoir une visibilité publique et à s'intéresser à la vie des communes, à la vie institutionnelle, tout simplement. Ok. Et en parallèle, effectivement, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, parce qu'on ne s'est jamais vu dans la vraie vie, notamment via ton compte Instagram, sur lequel tu as une activité de communication, d'accessibilité du droit qui est très intéressante, parce que moi, je découvre au quotidien des concepts ou des petits rappels de culture juridique qui font du bien, parce que ça n'est pas la matière que je pratique. Est-ce que cette visibilité-là, tu l'exploites pour, dans une optique de justement te rendre davantage visible sur la scène publique? Est-ce que tu te dis que possiblement ça peut t'apporter des clients? Est-ce que c'est un simple plaisir personnel, comme beaucoup de confrères qui sont sur les réseaux sociaux uniquement parce que ça leur fait plaisir et sans pour autant vouloir en tirer un profit en termes de clientèle? Dans quel but tu abreuves ton compte Instagram notamment? Alors, il y a eu déjà à l'école des avocats un projet qui s'appelait Crée ton cab, où on devait créer un cabinet fictif, et où là j'ai découvert la dimension de la communication, parce que voilà, on devait prévoir quelques supports de communication. Donc là, j'ai remis en moi l'idée que c'est vrai que pour être avocat, ça peut être pas mal de développer sa visibilité via les réseaux sociaux, sachant que j'ai toujours été à l'aise avec les réseaux, j'ai toujours aimé Instagram, etc. Et ensuite, quand j'ai passé le CAPA, m'est venue aussi l'envie de transmettre aux étudiants en droit, parce que personnellement, la manière dont j'ai vécu mes études, ça a été parfois un peu difficile, et surtout je manquais de certaines informations, et j'avais vraiment envie d'aider les étudiants, notamment sur la culture générale, parce qu'on dit toujours qu'en fac de droit, on est plus léger que les Sciences Po qui nous prennent nos places dans les concours, notamment le concours de la magistrature, etc. Donc je m'étais dit, ce serait pas mal de développer la culture générale et de transmettre tout ce que j'ai à transmettre, notamment sur les examens, comme je le fais un peu sur YouTube, sur qu'est-ce qu'un rapport de stage après un stage final à l'école des avocats, faire intervenir un peu comme vous le faites vous. Du coup, c'était un mélange un peu des deux, l'envie d'exploiter mon côté créatif, le fait que j'ai ce côté-là où j'aime bien écrire, j'aime bien créer, et ça c'est du pur plaisir quand je
Quand je fais des publications, pour moi, c'est pas du travail, c'est vraiment un hobby en soi. Et en même temps, je me suis rendu compte que, mine de rien, ça m'apportait alors plus d'opportunités que de clientèle. Parce que vraiment, sur le côté clientèle, sincèrement, ça a dû m'apporter 2 ou 3 dossiers en droit des étrangers, pas plus. Mais par contre, ça m'a permis de faire d'autres choses et de diversifier mon activité d'avocat. C'est ce que j'adore aussi dans ce métier. C'est-à-dire que de ne pas faire que du juridique, mais de me retrouver comme là ce soir avec vous à enregistrer un podcast pour la première fois de ma vie. J'espère que ce sera une bonne expérience. Pas mal de personnes qui ont une mauvaise image de notre profession et qui pensent qu'on est soit dans nos cabinets à rédiger, soit dans les palais de justice, dans les tribunaux divers et variés, alors qu'on a beaucoup d'autres missions et possibilités pour travailler sur soit de l'accessibilité du droit, soit des projets divers et variés. Tu parlais d'écriture. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Et on relègue l'avocat à la plaidoirie. Ce qui est quand même la minorité de notre temps de travail, concrètement. Et de plus en plus. Et de plus en plus, effectivement. Donc toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans toutes tes missions et dans toutes tes fonctions ? Alors, je dirais le raisonnement intellectuel quand même, parce que, là, clairement, en tant qu'avocat publiciste, c'est ce qui peut paraître chiant, entre guillemets, pour certains, c'est qu'on a quand même un gros travail de mémoire, puisque c'est une procédure écrite, et que, sur des contentieux techniques, urbanisme, environnement, alors je dis pas du tout que voilà, la famille ou pénal, c'est pas technique, parce qu'attention, il y a il y a du droit et forcément il y a de la procédure aussi. Mais j'aime bien le raisonnement intellectuel, j'aime bien construire un raisonnement, l'étayer en jurisprudence, en droit, en fait. J'aime bien, voilà, ça j'apprécie. Et après, c'est le contact avec le client. Mine de rien, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Sachant que je peux pas vraiment dire plaider parce que au tribunal administratif, pour ceux qui ne savent pas, ou devant une cour administrative d'appel, on plaide par observation, c'est-à-dire qu'on met en lumière quelques faits du dossier, les moyens donc un moyen c'est un argument, les moyens qui font mouche, mais on n'est pas sur une plaidoirie voilà, du début à la fin, grandiloquente, voire théâtrale. Bon, ça, de toute façon, c'est un peu pénaliste, hein. Je pense que toi, dans ton exercice, tu dois avoir très peu de plaidoirie théâtrale. Devant le conseil de prud'homme, on a encore des plaidoiries qui sont importantes, notamment parce que les conseillers prud'homaux ne sont pas des magistrats professionnels. Et donc l'impact de la plaidoirie va pouvoir être assez important parce que ça va être la première approche du dossier et d'emporter leurs convictions ou de pouvoir démontrer en quelques phrases que la partie adverse raconte n'importe quoi et vraiment de mauvaise foi, ça peut avoir encore une incidence. Mais c'est vrai que mine de rien, j'en ai fait une seule cette année, mais les avocats plaidaient et j'ai plaidé un bon 20 minutes quand même, effectivement. Et il y avait quand même, il y avait de la joute entre confrères. C'est vrai que c'était très vivant. Le rapport avec le client, justement, il est en dehors des plaidoiries et du raisonnement intellectuel. C'est ce qui est le plus intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait juge parce que j'étais voilà, très modestement, hein, enfin comme beaucoup d'étudiants en droit, on se pose la question de la magistrature. Je ne dis pas que j'avais le niveau parce que pour être magistrat administratif, faut avoir le niveau ENA, hein, faut être quasiment un énarque. Du coup, non, mais je m'étais posé la question et quand j'ai fait des stages en juridiction, le contact avec le client me manquait. Moi, l'aspect commercial plus l'aspect humain est très très important pour moi dans ma profession. Oui, c'est intéressant parce que comme tu disais que ce qui te plaît le plus, c'est la technicité, le raisonnement juridique, le travail de juriste, ça tu le retrouverais très facilement dans la magistrature. En revanche, effectivement, on te passe contact client. Et le volet aussi commercial, ça c'est intéressant. Comment tu envisages c'est très complexe pour certains avocats de considérer qu'on est quand bien même des professions réglementées, on a un petit bout, une petite obligation de développer ce volet entrepreneurial parce qu'on est quand même une petite entreprise, on doit gérer les honoraires, les charges, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose avec lequel tu es parfaitement à l'aise ? Est-ce que tu parles d'honoraires très librement ou est-ce que, parce que tu n'as pas 15 ans de barre, ça peut être encore délicat d'évoquer ces questions-là avec tes clients? Alors, l'évoquer, ça va, parce que je suis assez transparente et j'aime bien mettre les pieds dans le plat et parler, voilà, être complètement transparente sur les choses.
je leur explique ce que je vais faire, mes diligences, etc. Pourquoi ça coûte ça. Alors après, j'ai qu'1 an et demi de barreau, donc ce qui me fait rire, c'est de retrouver mes premières conventions d'honoraires où je me sous-facturais largement. Et ensuite, après, j'ai commencé à en avoir marre de travailler des heures pour rien, hors aide juridictionnelle, bien sûr. Du coup, non, je l'évoque assez largement et de manière sincère. J'estime que voilà, si on explique justement ce côté commercial fait que bon, s'ils n'acceptent pas les honoraires en soi, et ben ils peuvent aller dans le cabinet d'à côté, il y a pas de souci. Simplement, j'essaye d'être vraiment le plus transparente possible. Je détaille vraiment mes factures. J'essaie de leur expliquer aussi qu'est-ce qu'on apporte par rapport, par exemple, s'ils tapaient sur Google leurs problématiques juridiques, qu'est-ce que je peux leur apporter en plus? Quelle est la valeur ajoutée de l'avocat? Et pourquoi ça coûte si cher? Parce que je pense qu'il faut avoir de la pédagogie là-dessus. C'est sûr que quand le client reçoit une facture de plus de 1 000 euros et il a besoin de comprendre pourquoi. Donc c'est important. Après, je ne pense pas avoir pour l'instant l'expérience suffisante pour vraiment parler des honoraires. Ce qui est sûr, c'est que alors durant ma première année d'exercice, on me parlait de plaider les honoraires. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que les magistrats n'ont aucune notion de ça. Ils ne comprennent pas aussi que parfois, alors c'est pas du tout ce qu'on fait là dans mon cabinet actuellement, mais je sais qu'il y a parfois des avocats qui entre guillemets plaident les honoraires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple là où ils auraient pu produire des conclusions de 4 pages, les conclusions font 5 ou 6 pages parce qu'il y a besoin de montrer aussi aux clients qu'on écrit pour eux, qu'on met tous les arguments qu'ils nous ont avancés, qu'on met de la matière parce qu'ils nous ont payé cher et qu'il faut leur montrer que on a beaucoup travaillé. Ce qui n'est pas forcément percutant et ce qui n'est pas forcément nécessaire, par exemple, devant le tribunal administratif où parfois des écritures de 4 pages vont faire plaisir beaucoup plus il s'agit pas de faire plaisir au juge, mais vont beaucoup plus contenter le juge avec un esprit de synthèse qui va lui permettre de mieux juger l'affaire que 10 pages de redondance totale. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas parce que le client est satisfait parce qu'il y a beaucoup de pages que ça va lui servir in fine. Parce que voilà. Je connaissais pas ce terme. C'est assez drôle, plaider ses honoraires. Mais effectivement, et ça, c'est une difficulté qu'on a quand même au quotidien, c'est que les juges, ils sont débordés, ils ont une charge de travail très importante. Donc si ils se retrouvent avec des écritures qui font 40 pages, ça va peut-être être plus compliqué de garder leur attention et d'être pertinent que s'ils avaient un condensé avec quelque chose de très percutant et exhaustif en 10 pages. Donc effectivement, la difficulté, moi je la retrouve beaucoup plus sur des conclusions qui vont être courtes. Et parfois, je dis à mes clients, je les préviens, ceux qui sont un peu trop bavards ou qui veulent vraiment détailler, qui m'envoient des très longs mails, je leur dis ce serait bien qu'on se limite à 15 pages, 20 pages selon le dossier pour qu'ils aient quand même un ordre d'idée. Et je leur dis pourquoi. Je leur dis que si on m'envoie 40 pages, c'est laborieux. C'est comme pour la plaidoirie. Si on plaide 1 heure, on va perdre le juge, alors que si on plaide 10 minutes et qu'on a tout dit, ça va être beaucoup plus efficace. Tant qu'on l'explique aux clients, tant qu'on explique de toute façon ce qui se passe, là où c'est un monde que eux ne connaissent pas. Et puis oui, je me souviens d'une anecdote où un juge, alors en référé au TA, on attendait la décision, il nous avait dit sous 15 jours, au bout d'un mois, on n'avait toujours rien, etc. Et finalement, en fait, on l'avait agacé, enfin pas tellement moi, mais l'avocat adverse produisait des mémoires de 40 pages à peu près tous les 3 jours. Sur les mêmes problématiques, il n'y avait pas d'apport, ces écritures n'apportaient rien de plus, mais il produisait. Et le juge, ça l'avait tellement agacé qu'il nous avait dit, écoutez, la décision, ça va être sous 1 mois et demi parce que vous avez trop produit et voilà. Donc, et voilà. Et il doit avoir le temps de prendre en compte et prendre connaissance de toutes ces pages. C'est ça. Et c'est là où il est important qu'on garde notre indépendance, on prête serment d'exercer avec indépendance et on doit pouvoir dire à notre client, là vous me demandez de faire 30 pages de plus, ça n'est pas possible, ça va vous desservir, même si ça va pas lui plaire, mais comme tu le disais, tu l'as dit à plusieurs reprises et je trouve ça très juste, il suffit qu'on explique à nos clients. J'essaie toujours de comparer quand je répète les choses parce qu'on est amené à toujours répéter la même chose quand on a un dossier, on va aller à l'audience, il va se passer ça, il est susceptible de se passer ceci et ça se déroule comme ça. C'est comme si moi je me retrouvais à l'hôpital. Je vais jamais à l'hôpital et je ne sais pas ce qui se passe et c'est angoissant
et il y a un enjeu, là c'est pareil pour une personne qui se retrouve face à des difficultés judiciaires, elle a besoin de comprendre, et il est vrai qu'on prend peut-être pas suffisamment le temps d'expliquer, d'être transparent, que ce soit sur la manière dont les choses se passent, les honoraires, ce qu'il faut faire dans le dossier ou autre. Clairement, j'ai vu des confrères, mais effectivement, le parallèle avec la médecine est intéressant parce que moi aussi, je me figure souvent un rendez-vous avec un spécialiste, là où je ne comprendrai rien, même pas les mots qu'il emploie, et que j'aurais besoin de vulgarisation, j'aurais besoin qu'il m'explique ce qui va se passer, éventuellement ce qu'il pourrait ne pas maîtriser, etc. Ça, c'est très très important. Oui. Tout à fait. Alors, pour finir ce podcast, parce que le temps est déjà bien passé, on a l'habitude de poser 2 petites questions. Est-ce que si tu avais une chose à enlever dans ta relation avocat-client, laquelle ce serait ? Qu'est-ce que tu pourrais gommer et qui te manquerait absolument pas, voire quelque chose qui t'agace un petit peu ? Donc pas quelque chose que je dois améliorer dans ma relation client, mais vraiment quelque chose. Ou que tu souhaiterais améliorer. Ça peut être un petit point noir, pas rédhibitoire, mais que tu aimerais améliorer. Ce qui m'agace, c'est quand un client lui a expliqué 10 000 fois que il ne se passera rien d'autre dans le dossier pour l'instant, et que dès qu'il se passera quelque chose, on l'en informera immédiatement, et que pour autant il appelle tous les jours au cabinet, pour autant il envoie 3 mails par semaine. Ça, c'est compliqué. Et sinon, à améliorer, moi, dans ma relation client, là, je peux pas vous dire pour l'instant en droit public parce que j'ai pas encore assez exercé avec les institutions. En tout cas, pour ce qui est du droit pénal et du droit à la famille, parfois peut-être gérer un peu mieux l'affect. Je me suis mise en colère une fois de temps en temps. Enfin, je me suis mise en colère 2 fois contre un client. Parce que vraiment il y avait de l'abus, et j'aurais voulu mieux garder mon calme et ne pas verser dans la colère, mais plutôt verser dans le sang-froid. Et ça, j'espère qu'avec l'exercice et avec les années d'expérience, je gagnerai en sang-froid dans ces cas-là face aux clients difficiles d'oreille. Et pour finir sur une note beaucoup plus positive, quelle est la chose qui te fait le plus plaisir, que ce soit une fierté ou simplement que ça te donne le sourire et envie d'aller travailler le matin dans ta relation avec tes clients ? Forcément quand on se sent utile, et pas tant même des fois le fait de gagner, parce que bon, ça tout dépend du dossier, et puis ça dépend de plein de choses, de plein de paramètres. Contrairement à ce qu'on peut penser, il suffit pas d'être entre guillemets un bon avocat pour gagner ses procès, ça dépend. Mais c'est vraiment le lien, leur expliquer le monde dans lequel ils mettent les pieds, leur expliquer le monde du droit, et vraiment ce lien que je peux développer avec eux pour vraiment au niveau de la transparence, de leur expliquer tout ce qui va se passer, de les rassurer, de prendre le temps avec eux, de pas minuter mon rendez-vous avec eux, et de prendre le temps d'entendre aussi ce qu'ils ont à me dire. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Top. Écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Nina pour le temps que tu nous as accordé. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram Advocatus. On vous met ses coordonnées, on la tag sous la description du podcast. Et puis on te dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.